parti. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur un titre très original, Design Sparring du Jiu-Jitsu brésilien au design avec Paul que je laisserai se présenter après. Comme on a un super programme super chargé, je commence et après on passera en mode un peu interview. L'idée c'est que ça soit assez interactif pour cette session, ce webinaire. Donc voilà, on a la chance, Fairpexion Guest, d'organiser des webinaires tout au long de l'année, en français, en anglais, sur plein de thématiques autour de l'expérience au global des utilisateurs, des clients, des collaborateurs. Pour présenter rapidement donc, les deux sociétés, donc Fairpexion, bah, moi j'en suis le fondateur il y a 11 ans. On s'est associé l'année dernière avec Unguess pour créer une plateforme internationale, européenne en tout cas au moins. Et donc, on a effectivement cette double casquette produit plus expertise. Sur la partie produit, on a une approche dite de crowd testing qui est boostée par l'IA, c'est-à-dire qu'on a une plateforme qui est capable d'aller interroger diverses communautés sur des cas d'usage spécifiques pour avoir soit leur avis, soit recueillir leur expérience et l'analyser. Tout ça en parallélisant les tâches grâce au crowd testing. Et c'est ce qui nous permet, à la fois ça et notre pool expert, d'être garant des expériences de centaines d'entreprises sur des milliers de projets, donc tout secteur et à nouveau tout pays, voilà, cette dimension internationale. Donc souvent on nous connaît notamment en France à travers le volet UX, mais aussi de plus en plus sur l'AQA, la cybersécurité, l'accessibilité numérique. On n'a pas mis l'éco-conception, mais c'est aussi un sujet important. Et puis dernièrement, l'IA évidemment qui monte en flèche, voilà, si vous voulez qu'on en parle. Avec ça, fin de la page un peu de présentation. Et donc l'idée c'est qu'on puisse t'accueillir Paul et voir un peu comment on en est arrivé à ce sujet un peu exotique. Donc si déjà tu veux bien te présenter, présenter aussi ADO parce que tout le monde ne connaît pas forcément le groupe. Ouais, très bien. Bah, merci beaucoup déjà pour l'invitation, Thibaut, Avec Mathilde. plaisir. Hem, moi, j'ai 35 ans et je suis designer à peu près depuis 14-15 ans. J'ai quasiment toujours travaillé dans ce domaine-là dans l'expérience utilisateur et là, depuis 5 ans, je travaille chez ADO, qui est en fait, la filiale tech du groupe de la famille Mullier, qui met à disposition tous les outils digitaux pour nos enseignes du bricolage. Donc c'est tout l'écosystème autour de Leroy Merlin, Weldom, toutes ces enseignes du bricolage, de la famille Mullier. On a pour vocation de créer un écosystème digital unique, une plateforme digitale qui sera la même dans chacune de nos business units et dans nos pays. Et donc on adresse plein de types d'utilisateurs différents, du client au collaborateur, au fournisseur. Et en ce moment, donc, j'ai un poste depuis 1 an et demi sur la mise en place de l'intelligence artificielle dans le groupe et des nouvelles technologies. Donc je suis transverse à tout le groupe et je travaille pour tous ces types d'utilisateurs dont je viens de parler, pour voir comment l'intelligence artificielle, elle peut avoir du sens, pour, les assister ou les augmenter dans leur travail et accélérer un peu des tâches qui peuvent être redondantes aussi dans leur quotidien. Avant ça, j'ai travaillé, dans différents environnements en France, au Québec, comme vous pouvez le voir. J'ai managé, 2 collectifs, en particulier, le collectif de Leroy Merlin France, donc un studio de design, d'un peu plus d'une vingtaine de personnes où, on travaillait sur le site web, l'application mobile, le lancement de la marketplace et j'ai fait ça pendant 2 ans avant d'intégrer ADO et donc chez ADO, j'ai managé pendant 3 ans une quinzaine de personnes, et on avait la gouvernance de tous les outils des collaborateurs en centrale d'achat et des outils pour les fournisseurs. Voilà. C'est ce qui m'a amené à mettre en pratique la méthodologie dont je vais vous parler aujourd'hui et en parallèle de ça, je pratique les arts martiaux, depuis, une vingtaine d'années, un petit peu plus, mais plus spécifiquement le jiu-jitsu brésilien, depuis, 13-14 ans et donc je suis ceinture noire et je suis instructeur et donc enseignant depuis, 7 ans à peu près. Donc j'ai fait différents diplômes dans le sport aussi, pour justement être légitime dans cette avec ces responsabilités-là et c'est à peu près au même moment où j'ai commencé à manager des collectifs de design et comme je vous l'expliquais, mes chemins de vie et mes passions, du design et des arts martiaux ont fait qu'implicitement, j'ai pas tracé de limite entre ces domaines-là et donc dans la manière dont je manage, les équipes de design, c'est fortement inspiré de la manière dont j'enseigne et je pratique le jiu-jitsu brésilien aussi et cet esprit martial, j'ai essayé de le remettre au service des collectifs de design pour leur permettre de trouver du sens dans ce qu'ils font.
Alors, bah, évidemment, on a hâte de savoir si tu leur as foutu des mandales ou si ça consiste en quelque chose d'autre, mais est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu simplement le Ben, sparring et le ouais. sparring design? Ouais, bah alors c'est rigolo parce qu'une des croyances justement quand je dis que je fais des arts martiaux ou quand je parle du jiu-jitsu brésilien, c'est celle que tu viens d'énumérer, Thibaut, c'est de se dire, «Ah bah tu vas me faire une prise, tu vas me mettre par terre» et cetera. Et en fait, c'est pour ça que j'en parle le moins possible, déjà pour pas qu'on prenne pour la personne en kimono dans les bureaux, qui va à tout prix vouloir vous imposer de faire ça. Et puis parce qu'en fait, c'est pas du tout l'état d'esprit martial qu'on doit retenir des arts martiaux. Et la notion qui est clé dans le jiu-jitsu brésilien et qu'on peut, remettre au service, du design, pour moi, c'est celle du sparring. Si vous avez déjà vu des entraînements, si vous avez déjà pratiqué ou si vous avez déjà vu des films ou des documentaires sur le sujet, le sparring, c'est cette phase dans l'entraînement, donc c'est pendant l'entraînement, où après avoir fait l'échauffement et les techniques, on va se mettre avec différents partenaires pour faire des rounds, où le but, c'est d'essayer de mettre en place ces techniques. Le partenaire va faire la même chose et l'enjeu n'est pas de gagner ou, justement de ne pas perdre. L'enjeu est de voir si son jeu fonctionne, de tester des choses, de s'améliorer, de récupérer le feedback de son partenaire par rapport à ce qu'on arrive à mettre en place et toujours d'être dans une étape d'amélioration continue. Donc l'idée d'un sparring, c'est vraiment en définitive de réussir à progresser ensemble. Bien sûr, ça reste un art martial et il y a une confrontation et une vraie tension qui est tout au long de ce sparring et c'est ça qui rend vraiment la situation intéressante, c'est qu'on est dans un environnement très, très proche du réel, de la compétition ou de la self-défense et on reste en même temps dans un environnement qui est bienveillant, où on va veiller à ne pas blesser son partenaire et on va veiller à ce qu'il progresse. Ça veut dire que si il y a un trop gros différentiel de niveau, on va réussir à s'adapter pour que, bah, justement les 2 puissent s'exprimer et puis y retrouver quelque chose dans cet, échange-là. Et moi, c'est ça que j'essaye de remettre en place au sein des collectifs de design que je manage et auxquels j'interviens, aujourd'hui en coaching. C'est de leur dire: «On a beaucoup de rituels de design qui sont mis en place, mais en fait, est-ce qu'on le fait vraiment avec une intention réelle, de progresser et une conscience, dans ce qu'on est en train de faire?» Voilà. Ouais, c'est top, merci beaucoup. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Mais de toute façon, on va revenir sur un peu tous les mots-clés dont tu as parlé. Et peut-être juste avant cette dernière partie que tu évoquais, peut-être on peut aller un peu sur l'origin story. Alors, je ne sais plus si on avait fait un slide ou pas. Non, c'était un peu après. Mais voilà, est-ce que tu peux tu as commencé à en parler, qu'est-ce qui t'a poussé à formaliser la méthode? Moment ça c'est, voilà, à quel moment tu as, comme tu te parlais justement en préparation, d'assumer quelque part le parallèle aussi. Ouais. Alors, bah, en fait, ce cadre de pratique, c'est plus un cadre de pratique qu'une méthodologie. En fait, c'est quelque chose que j'ai construit tout au long de mon parcours professionnel et de mon cheminement personnel et qu'ensuite j'ai pu éprouver et mettre à disposition des équipes que j'ai managées. Mais le constat, il est assez simple, hein, c'est que j'ai été designer dans des équipes, qui n'en étaient pas, où en fait, chacun avançait, de son côté. Il y avait pas de pratique commune à ce qu'on faisait. J'ai été designer, seul dans des startups et cetera, où là, on a un peu livré à soi-même sur sa progression et j'ai aussi été designer dans des collectifs où j'ai eu la chance d'être mentoré par des gens expérimentés, et bienveillants qui m'ont aidé justement à voir un peu, quel était mon niveau de compétence, par rapport à mon développement de carrière, quel choix de compétences je devrais, choisir et investir mon temps à développer. Et voilà, j'ai eu un peu toutes les différentes situations que les designers, peuvent rencontrer au cours de leur parcours. Et puis quand j'ai commencé à manager des équipes, bah, j'ai essayé de modeler tout ça et pour en retirer ce qui pour moi avait eu le plus de sens, qui était la partie mentoring. Tout en alliant, ma vision des arts martiaux à tout ça de manière implicite. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire, quand je suis designer, comment est-ce que je réussis à avoir une pratique, consciente de ce que je vais faire et je pense qu'on en reparlera après, pour faire les bons choix de développement de compétences et pour avoir du sens dans ma pratique au quotidien. Hmm. Donc ouais. Ouais, bah justement, alors à la fois il y a une partie de ce que tu dis finalement, c'est un peu ce qui peut se passer dans tous les domaines. Je veux dire, tu as eu la chance d'être bien managé, de ce qu'on entend, avec la bienveillance dont tu parlais notamment, mais finalement, c'est un peu voilà, c'est un peu le quotidien. Ce qui était aussi important, visiblement, c'est quand tu nous disais que tu avais des constats où tu trouvais que la démarche de design,
l'entends de façon assez large, c'est essoufflé. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces constats où tu t'es dit, bah, finalement, si on retrace ce que je viens de dire, on- il y avait besoin d'autre chose quelque part qu'un management classique pour se réinventer, quoi. Ouais. Alors j'ai eu la chance d'être bien mentoré et puis j'ai eu la chance aussi de ne pas l'être parce qu'en fait, c'est aussi parce que j'ai été dans des périodes où en fait j'avais pas de cap et où j'ai dû me responsabiliser que j'ai trouvé ce sens-là et je pense que c'est important. Il faut pas, partir du principe que, c'est quelque chose qui doit être mis en place, au quotidien parce que ça ne l'est pas aujourd'hui dans le quotidien des designers. Hmm. Le message qu'il faut apprendre par là, c'est qu'en fait, on doit aussi se mettre en responsabilité de son propre développement. Et dans le livre blanc, je parle d'ownership radical, c'est le fait de se dire, «Bah, tiens, je suis peut-être dans un environnement où j'ai pas l'impression de progresser, où je travaille sur le même sujet depuis longtemps et je suis cantonné à un certain rôle, mais qu'est-ce que moi je fais pour progresser?» Ça ne peut pas venir que de mon manager. Je suis d'accord que le manager doit jouer son rôle à travers ça, mais je dois aussi, prendre mes responsabilités pour aller au-devant de ces enjeux-là. Et par rapport à mon constat, ce que je vois en fait, c'est que et ce que j'ai vu, mais je dis «je vois» parce que je le vois encore dans différentes organisations, c'est que, au départ, quand on commence à mettre la pratique du design comme l'agile et cetera, il y a une dynamique qui va se mettre en place où on va vraiment avoir une énergie et que la démarche, très souvent va être assez saine dans la manière dont on va le mettre en place et les rituels de design qu'on va mettre en place vont avoir vraiment du sens. On va faire des design reviews pour, s'enrichir, collectivement et cetera. On va faire des ateliers de co-conception. C'est la même chose dans les rituels agiles. Vous allez voir des stand-up ou des weekly qui ont vraiment du sens, qui sont très efficaces et cetera. Et puis après une certaine période, une fois qu'en fait, ces méthodologies et cette manière de faire ont été acquises, et que les équipes ont fourni quand même beaucoup d'efforts pour s'acculturer à ça, bah, j'observe qu'il y a quand même un espèce de relâchement et les équipes ont tendance à, un peu se reposer sur ses lauriers et le danger de ça, c'est que les rituels de design ne viennent plus que des coques. Donc je parle de théâtre de design parce qu'en fait, des design reviews qui au départ étaient là pour l'enrichissement collectif deviennent des instances de validation où en fait, un designer dit: «Bah, je suis pas sans design review, tu peux plus rien me dire. Hem, j'ai fait des tests utilisateurs, donc ça veut dire que ma solution elle est bien». Alors que, tu vois, on en reparlera avec, Fairplexon, mais justement, c'est des opportunités de remise en question. Il faut pas essayer de dénaturer, la raison pour laquelle on l'a mis en place initialement et perdre le sens de ce qu'on fait, quoi. Et et voilà et c'est pour ça que le design sparring il s'adresse à ça, c'est raviver un peu la flamme du design dans notre pratique, individuelle et collective pour, pas oublier ça, en fait. Et de la même manière, on a souvent le syndrome de la personne qui tape le plus fort sur la table, dans une salle de réunion ou dans un atelier, qui va imposer son point de vue. Moi, je pense que les méthodes de design qu'on a, elles sont très bien pensées et très bien structurées pour permettre à chacun de se faire entendre, sans devoir hausser le ton et puis, que le niveau d'expertise de chacun soit reflété au sein de ces ateliers de co-conception. Ah, c'est top. Alors, on va creuser un peu le cadre finalement que tu proposes après, mais pour pas rester trop, entre guillemets, dans quelque chose qui pourrait sembler abstrait, est-ce que tu peux déjà nous donner un premier exemple, par exemple, voilà, dans ce parallèle avec Jiu-Jitsu ou autre chose d'ailleurs, mais voilà, quelles leçons concrètes en fait peuvent aider une équipe produit en fait à mieux pratiquer? Bah, si on revient sur les rituels, je pense qu'il faut comprendre que les rituels de design qu'on met en place, d'une, c'est de l'apprentissage collectif qu'on essaie de mettre en place. Bien sûr, on va tacler des problématiques, pour les utilisateurs, des problématiques produits, d'expérience et cetera au travers de ce qu'on va inspecter. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que au delà de ça, qui est le bénéfice final pour les utilisateurs, bah, on cherche aussi à mettre en place, ces rituels pour que, les designers progressent dans leur pratique et pour qu'ils voient le cadre commun qu'on essaie de mettre en place. C'est un concept qui est très bien illustré dans la théorie des pace layers qui est partagée par Josh Clark, pour si vous connaissez, c'est un auteur assez influent, dans le monde du design aujourd'hui et que je reprends justement dans le design sparring parce que ça permet d'expliquer comment une action elle peut avoir des impacts sur, chacune des couches interdépendantes d'un système organisationnel. Et en l'occurrence, quand on travaille dans le design, bah, il faut voir les bénéfices qu'une action va avoir sur l'utilisateur final, sur nous-mêmes en tant que designer, sur notre équipe sur la pratique de design et également sur, l'organisation au final, quoi. Et donc essayer justement d'avoir, cette compréhension des impacts de nos actions sur chacun des niveaux d'organisation est très peut être que bénéfique parce que vous allez réussir à rattacher tous les enjeux du
ils ont regardé autour de ça. Et donc juste pour revenir sur ta question, sur une des principales leçons du jiu-jitsu et des arts martiaux que je retire de ça, c'est qu'en fait, la ces rituels de design, ils doivent être, vus comme des entraînements. C'est-à-dire que pour, moi, si vous faites un sport, quel qu'il soit, que vous entraînez, quand vous voulez et pas de manière régulière, et ben, il y a très peu de chances que vous atteigniez les résultats de développement, personnel que vous êtes fixé par rapport à ça. Alors qu'en fait, si vous voulez, je sais pas, vous voulez faire un marathon ou vous voulez, faire une compétition ou un combat, peu importe, et bah, vous allez devoir mettre en place un vrai plan de pratique, et puis cibler des compétences que vous allez vouloir, développer tout au long de ce plan de pratique-là, aller à l'entraînement même les fois où vous aurez pas envie d'y aller, donc vous lever de votre canapé et puis faire l'effort d'y aller, et voilà, c'est un peu toute cette démarche-là qu'on connaît dans le sport et on sait que ça fonctionne comme ça, qu'on n'applique pas forcément dans notre discipline du design, et qui pourtant a énormément de sens. Ouais, et même, enfin, tu pourrais presque enlever le mot-clé design. Bon, je sais que c'est ton background, hein, bien sûr, mais finalement, dans nos univers professionnels, je suis assez d'accord avec toi. Quand on fait, alors, à titre perso, voilà, quand on fait du sport, on va faire différents entraînements. Et s'il y a des courses ou des compètes, effectivement, c'est des milestones importants pour lesquels on se prépare. Et on n'a pas du tout. Euh, cet équilibre est hyper intéressant et hyper sain, je trouve, parce qu'il permet de, voilà, on peut se planter à un entraînement typiquement, et puis le suivant sera vachement bien. Mais c'est l'ensemble qui compte. Et on n'a pas du tout ce rythme, enfin pas naturellement, en tout cas dans nos vies professionnelles, où quelque part on doit toujours être au mieux. Et c'est peut-être pas la bonne approche en fait. Donc rien que ça, je trouve que c'est un conseil qui est très très concret. Mais et sur ça, tu vois, je pense qu'il y a, un aspect qui, moi, me semble important de vous partager, c'est le concept de pratique délibérée. Hem, je prends un exemple, mais dans le sport, il y a 2 types de pratiques. Il y a la pratique, loisir et la pratique délibérée. La pratique loisir, c'est vous jouez au tennis et vous avez quand même 2 entraînements par semaine. Donc vous y allez aux entraînements et aux entraînements, bah, vous tapez la balle et donc vous faites un peu de revers, un peu de coup droit, un peu de fond de court, un peu de volley, vous travaillez votre service, vous faites un peu de tout. Et vous faites ça sur, une échelle de temps de 3 mois. Au bout de 3 mois, vous aurez progressé sur différents petits aspects de votre jeu de manière assez réduite. La pratique délibérée, c'est tout l'inverse. C'est de se dire: «Bon, bah, mon revers, je prends mon cas personnel, il est très mauvais». Bah, donc du coup, pendant 3 mois, quand je vais venir à l'entraînement, je vais, bah, déjà essayer de me mettre dans les dispositions où je vais plus travailler mon revers. Donc je vais peut-être demander à mon partenaire de me faire travailler sur des exercices spécifiques. Peut-être que je vais Mhm. plutôt lui mettre la balle dans un certain endroit du cours pour qu'il soit forcé de me la remettre en revers et que je puisse la travailler de manière plus naturelle. Je vais faire attention aux détails de ma posture, sur ce quand je plie les genoux, comment je regarde la balle, à quel moment je tape la balle, et cetera. Et tous ces aspects-là de la pratique délibérée vont faire qu'au bout de 3 mois, j'aurais peut-être moins progressé sur d'autres aspects et encore, je suis pas garanti parce que je vais avoir une pratique loisir sur les autres aspects, mais en tout cas, sur l'objectif que je m'étais donné, sur le revers, bah, j'aurais vraiment progressé sur ça. Et le design sparring, c'est ça aussi, c'est comment le manager, il aide à aiguiller ses designers sur les compétences qu'ils doivent, aller acquérir pour qu'ils en aient une pratique délibérée et qu'ils fassent le choix des bons projets ou en tout cas qu'ils soient conscients dans la pratique de leur design de quel, axe de travail ils sont en train de développer. Et moi ça m'a vraiment aidé à m'aiguiller tout au long de mon parcours. J'ai démarré par le prototypage, ensuite, je me suis rendu compte que j'avais besoin de comprendre pourquoi je faisais les choses et donc avec ma manager, on a convenu de mettre en plus, sur des sujets d'user research et puis après je suis allé sur l'animation d'atelier, ce qui à terme m'a permis d'être quand même complet dans ma vision du design et ça sans plan et sans pratique délibérée de ce que vous faites, bah, c'est très compliqué de le faire C'est et donc compliqué, ouais. ce Je que je dis te coupe, je te me permets parce que je vois aussi le temps qui défile et je te propose qu'on aille un poil plus vite pour d'accord. essayer de couvrir tous les sujets qui sont super intéressants. Mais je pense qu'on avait bien l'essentiel de ce que tu nous disais. Donc pour revenir un peu au design sparring, donc notamment dans ton livre blanc, tu parles de Culture Club. Bon, est-ce que tu peux voilà, nous en parler un peu? Il y a 5 piliers, c'est à toi. D'accord, et ben, la culture club, c'est, quand vous arrivez dans un club de sport, vous venez pour faire une pratique, hem, mais en fait, c'est pas ce qui va vous faire rester. Ce qui peut vous faire rester, c'est, la manière dont vous allez vous intégrer à ce collectif-là et est-ce que vous allez vous sentir chez vous, au final, quand vous allez, pratiquer votre sport? Est-ce que en fait, vous allez vous retrouver dans les valeurs, des autres pratiquants? Et est-ce que, vous allez repartir avec ce que vous étiez venu chercher? Typiquement, en arts martiaux, il peut y avoir des clubs très orientés compétition
qui ne sont peut-être pas faits pour tout le monde et on va aller chercher un certain type de personnes et on va aller travailler sur certains axes, avec, peut-être des fois des cultures qui peuvent paraître clivantes de l'extérieur, mais qui vont leur être bénéfiques à ces pratiquants-là. Et puis il y a aussi des clubs où on va aussi prendre la notion de self-défense, d'inclusion sociale et cetera et donc, en fonction de ce que vous venez chercher, bah, vous allez aller chercher différents clubs en fonction de leur culture et donc ça, c'est le fait pour un manager de design qui manage un collectif ou une entreprise ou peu importe, c'est d'être conscient sur ces piliers de la culture club, parce qu'en fait, ces piliers vont aussi permettre de définir un cadre d'interaction entre les personnes qui évoluent dedans. Là, on le voit, hein, la bienveillance, l'engagement et cetera, c'est des choses qui font que, bah, il y aura, la possibilité de se faire des feedbacks et des critiques constructives sans le prendre personnellement. Parce qu'en fait, au préalable, on a établi un cadre bienveillant pour qu'on ne se sente pas, attaqué personnellement quand il y a quelque chose qui est dit sur un design qu'on propose, quoi. Ouais. Je rentre pas dans le détail, Thibaut, si Non, non, on et puis aura 2 temps, mais c'est un, tout voilà, est c'est détaillé un dans sujet le qui est cher aux équipes côté Fairplexion and Guest, donc on peut effectivement rebondir là-dessus et voyez l'idée. On va passer maintenant à la partie cycle du sparring. Alors pareil, il y a quatre étapes, mais peut-être que tu peux en prendre une ou enfin voilà, tu nous dis voilà, comment tu vois les d'accord. choses. Bah, après, encore une fois, hein, tout est j'entrerai pas dans le détail, mais tout est dans le livre, mais typiquement, on applique les principes d'un entraînement sportif et d'une discipline sportive à votre pratique du design, quoi. Donc la préparation mentale et physique, c'est le fait de se faire un propre audit. Stratégie, c'est le fait de planifier les choses avant de passer à l'action. Il y a trop de personnes dans le design qui commencent à travailler sur un sujet sans avoir, planifié les méthodos, le process, le planning et cetera et sans l'avoir communiqué à leur équipe. Le sparring, c'est toutes ces phases de rituel dont je parle, et je reparlerai après et puis le salut et débrief, c'est le fait de prendre, du recul une fois qu'on a fait, le travail pour voir d'autres axes d'optimisation et pour voir si on a réussi à atteindre nos objectifs. Top. Et donc ouais, tu parlais du voilà, donc on va rester quelques sur les trois prochaines questions, hein. On va rester sur ce magnifique QR code, puisque comme ça, vous pourrez télécharger le livre blanc où il y a tout ça décrit en détail, c'est hyper intéressant. Et donc pour continuer, alors petite question un peu légère et provocante, histoire de, voilà, de rebondir, mais si le design sparring était un combat, qui devrait porter la ceinture noire dans l'équipe? Ça, on l'avait préparé ensemble. Qu'est-ce que tu as à répondre à cette provocation? Bah, il y a plusieurs choses qu'on peut répondre. C'est qu'en fait, dans les arts martiaux, on dit qu'une ceinture noire, c'est une ceinture blanche qui a jamais été lavée. Moi, c'est un peu crade, mais ce que ça veut surtout dire, c'est qu'un enseignant, n'en reste pas moins un élève et donc je pense que dans ce cadre-là, il faut comprendre que, il y a pas de on peut tous apprendre les uns des autres. Heu, Même moi, tu vois, je suis head of UX aujourd'hui, mais j'apprends énormément en faisant les projets avec les product designers avec qui je travaille, qui sont beaucoup plus sachants sur des points spécifiques et donc déjà poser ce principe-là dans une design review, dans des ateliers, ça permet vraiment de mettre tout le monde à l'aise dessus et de remettre le cadre de ce qu'on cherche à faire. Néanmoins, il y a quand même des leads et des cadres dans une équipe qui font figure pas d'autorité, mais plus de savoir vers qui on va se tourner. Donc, ça dépend du sujet que tu vas traiter. Si tu traites, une review sur un sujet fort en interface, bah, ça va être le lead UI qui va, pour ce rituel-là, être, la black belt, si tu veux, du truc et donc ces feedbacks vont être quand même, plus importants ou en tout cas, on va y prêter plus attention, nous, en tant que designer, quand on intervient, mais ça ne veut pas dire qu'on prête moins attention aux feedbacks des autres, quoi. Et Voilà. peut-être, alors là, pour le coup, une question qui est au moins autant, sinon plus importante, parce que finalement, c'est quand même une approche bah, à la fois pour les designers d'une part, mais aussi qui peut être un peu, peut-être pas clivante, mais originale, hein. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un refuse de monter sur le tatami? Et notamment, ce que j'entends par là, c'est comment tu embarques tous les non-designers en fait dans l'idée, puisqu'ils peuvent en bénéficier, bien sûr. Ouais. Alors déjà, même les designers, hein, tu as des réfractaires, Voilà. l'idée, c'est pas de forcer. Moi, ce que je dis quand quelqu'un vient regarder, un des cours que je donne au jiu-jitsu brésilien, c'est, assieds-toi, tu regardes, si ça te plaît, tu reviens faire un cours d'essai et même quand tu viens essayer, tu as pas d'obligation de t'inscrire. Tu dois voir si ça te plaît, si tu te sens bien ici avec la culture club qu'on a avant de t'inscrire et cetera, parce que c'est un grand engagement et dans les rituels de design, c'est presque pareil. On est quand même là pour produire du design,
Mais les personnes qui rejoignent mon collectif et si le collectif roule déjà avec ces rituels-là, on va pas les mettre sur le devant de la scène tout de suite, à dire: «Tiens, tu présentes et puis voilà, tu vas te faire, prendre des critiques constructives comme ça, des post-it, à tout va par les autres». Non, non, tu viens regarder, tu comprends l'état d'esprit, tu comprends ce qu'on en retire, on en débrief à côté. Quand tu te sens à l'aise, tu commences à mettre des post-it de critiques constructives, tu t'exprimes dessus ou non, tu prends ta place progressivement et à un moment, on va te dire: «Bon voilà, ça fait 4 fois que tu es venu, maintenant ce serait bien que tu as avancé sur un sujet. Je pense que tu vas en retirer, le bénéfice de ce que toi, tu as partagé, aux autres aussi. Donc, à toi de faire ce travail-là». Donc, c'est pour ça que le cadre et la posture avec laquelle on aborde les choses est pertinent. C'est des rituels qui sont obligatoires dans la manière dont moi je manageais les équipes, mais il faut faire comprendre pourquoi ils sont obligatoires et il faut expliquer le sens, quoi. Et c'est des rituels qu'on a décidés ensemble en équipe. Donc tout revient toujours au sens et aux bénéfices pour les utilisateurs finaux, qu'on soit designer ou utilisateur, client. Yes, ça c'est quelque chose qu'on a à chaque fois qu'on vous parle chez ADO, c'est vraiment hyper agréable. Euh, donc, ouais, bah justement, en parlant des utilisateurs finaux, tu l'as dit tout à l'heure, voilà, la partie test utilisateur, est-ce que tu vois des applications spécifiques, hein, forcément, je m'interroge en tant que perfection sur la façon dont le design sparring peut enrichir les tests utilisateurs. OK. Bah, déjà, moi, je pense que le test utilisateur avec un vrai client, c'est un peu le sparring final parce que c'est juste avant qu'on mette en prod donc il faut qu'il y ait des petits sparring déjà en équipe avant pour préparer le test utilisateur mais pour moi, ça n'en reste pas moins un super sparring parce que ça permet de voir demain quand on va aller dans le réel, bah, est-ce que je suis prêt ou pas à aller en compétition, quoi? Et se priver de cette situation-là, bah, je pense que tout le monde sera d'accord ici, c'est complètement absurde parce que ça veut dire qu'on y va les yeux fermés et puis on pousse son idée comme ça. Et en ce sens-là, bah, le test utilisateur est un sparring à part entière et peut-être même le plus important. Mhm. Au préalable, ce que je dirais, le design sparring, comment ça peut aider sur les tests utilisateurs, c'est que si j'avais un designer qui voulait progresser, sur ce sujet-là, bah, on l'identifierait comme une compétence clé, hein, être plus à l'aise dans les tests utilisateurs, être plus à l'aise sur la manière de faire des questions ouvertes, dans son écoute active, dans la qualité de restitution qu'il fait. Et puis voilà, ça va être des axes sur lesquels moi je vais faire du mentorat ou du coaching à côté. Je vais aussi inviter le designer à aller voir comment d'autres pairs font des tests utilisateurs pour se nourrir aussi de l'écosystème global et je vais lui demander aussi de faire des tests à blanc. C'est pas quelque chose qui est fait de manière, fréquente, dans toutes les équipes que je vois, mais faire un test à blanc avec, un designer qui fait passer son test à quelqu'un d'autre, ça permet quand même d'éprouver pas mal de choses avant d'y aller, quoi. Ouais, donc il y a plein de petits jeux comme ça, de petits thèmes de travail qu'on peut mettre en place pour que, le designer ait une pratique consciente des tests utilisateurs pour se dire: «Ah bah, je vais vraiment progresser sur cet aspect-là». Je ne fais pas le test pour faire le test et pour éprouver juste la solution, je le fais aussi pour moi, pour, progresser dedans. Ouais. Je serais intéressé de reparler avec toi à l'occasion des tests à blanc, mais on va avancer quand même. Peut-être on aborde bah, quasiment la conclusion. Donc, pour revenir sur des choses concrètes, tu avais un Rex dont tu pouvais nous parler. Enfin, voilà, quelque chose que le Design Sparring et toi, bien sûr, avait permis de changer ou de mettre au tapis, si on veut continuer sur voilà, sur la métaphore, sur le parallèle. Ouais, bah, alors, un cas qui met bien ça en avant, c'est qu'aujourd'hui, chez ADO, on a réussi à mettre en place un cadre de design pour toutes les applications collaborateurs, employés. C'est-à-dire que tous les designers qui travaillent dans le groupe, quand ils vont travailler pour un collaborateur ou un employé ou un partenaire, Mhm. ils vont déjà avoir un cadre de guidelines qui est issu du design system et qui va vraiment le mettre en musique pour que, un collaborateur qui utilise, 30 applications digitales, il ait une expérience homogène à travers tout ça. Et ça, c'est super parce qu'on voit que tout le monde l'utilise et on voit que les outils digitaux, sont en train de se niveler dans ce prisme-là et donc c'est quelque chose qu'en tant que stakeholder ou, dirigeant, on peut apprécier. Mais ce qu'il faut comprendre et que j'ai expliqué, que j'ai expliqué dans diverses réunions en interne, c'est la manière dont on s'est organisé pour avoir ce niveau d'exigence-là et ce niveau de qualité. Et ça, c'est passé par justement, des rituels de sparring quotidien dans les équipes que je manageais et qui ont permis, une quinzaine de personnes qui a permis de créer un cadre commun de livrables alimentés par la pratique régulière et qui a fait que maintenant ce cadre-là, il est adopté par toute l'entreprise, donc environ 200 designers. Super. Alors 200 designers ne travaillent pas sur le client, mais en tout cas Oui, ce oui. cadre-là qui était inexistant il y a 3 ans et demi, maintenant il est partagé par tous, même au-delà des gens avec qui on a des interactions. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de débats sur, «Ah, est-ce que les designers doivent avoir des temps transverses?» et cetera. Donc,
moi, ce manuscrit-là que j'ai écrit, c'est aussi un peu une manière de dire, oui, c'est nécessaire, ça a été fait dans des grands groupes, ça a fonctionné. Et donc, demander à des managers d'équipe de design de manager sans leur allouer du temps pour le faire, c'est contre-productif et ça n'a pas de sens, quoi. Sinon, on devient juste des managers de projet et pas des managers de pratique. Top. C'est un super, super mot. Alors, pas pour la fin, j'ai une dernière question, peut-être, parce que c'est irrésistible, forcément, après tout ce que tu nous dis. Est-ce que pour conclure, tu peux nous donner une action concrète que tout un chacun dans l'audience, on peut mettre en œuvre dès lundi? Alors, voilà, et au-delà du designer, hein, PM, manager, etc. Bah, je pense que dans ce cas-là, c'est juste, comment est-ce que vous vous mettez en responsabilité, de votre propre développement? Il se peut que vous soyez dans une période, qu'on appelle ça un plateau, hein, dans le sport. Une période où en fait, vous êtes là depuis un moment dans votre écosystème, il y a peut-être pas de choses qui sont en train de se structurer autour de vous, qui vous donnent des perspectives. La baisse de motivation commence à se faire ressentir. Comment est-ce que vous vous prenez en responsabilité pour vous auditer, pour, identifier des plans d'action, pour aller, amener ça auprès de votre manager ou auprès des personnes qui peuvent vous aider sur ça? Tout démarre de là. Plutôt que de dire: «Ah bah, c'est la faute de l'autre» et cetera. Je pense que ça, c'est quelque chose, que les arts martiaux m'ont enseigné et qui me permettent de dire que la discipline, elle va toujours battre la motivation, sur le long terme. Merci pour ce mot de la fin, Paul. C'était super intéressant. Merci.